abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos histoires. Le cliquetis métallique des clés résonna dans le couloir étroit de la prison de Fresnes. Je marchais d'un pas mesuré, essayant de contrôler les battements précipités de mon cœur. Je n'aurais pas dû être là, pas à cette heure, pas de cette manière. Mais quand il s'agit d'Enzo, toutes mes certitudes s'effritent comme du sable entre mes doigts. La porte de la cellule s'ouvrit dans un grincement sourd. Il était assis sur le lit étroit, ses yeux sombres me fixant avec cette intensité qui me désarme complètement. Ses cheveux bruns étaient en désordre, comme s'il y avait passé les mains nerveusement pendant des heures. L'uniforme de la prison ne parvenait pas à masquer l'élégance naturelle de ses mouvements lorsqu'il se leva. « Gabriel », murmura-t-il mon nom comme une prière, comme un péché qu'il ne pouvait s'empêcher de commettre. « Tu n'aurais pas dû venir. » Mais j'avais déjà traversé le petit espace qui nous séparait, ma main trouvant son visage, sentant la rugosité de sa barbe naissante contre ma paume. Ses yeux se fermèrent à mon contact, un soupir s'échappant de ses lèvres entr'ouvertes. « Je sais », murmurai-je, rapprochant mon visage du sien jusqu'à ce que nos souffles se mêlent, « mais je ne peux pas rester loin de toi. » Quand nos lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si le monde disparaissait. Il n'y avait plus de prison, plus de barreaux, plus d'impossibilité pour notre amour. Il n'y avait que son goût, la façon dont ses mains s'enroulèrent dans mes cheveux, me tirant plus près comme s'il cherchait à m'absorber entièrement. Le baiser était désespéré, chargé de toute la nostalgie et le désir accumulé pendant les jours de séparation. Ses mains glissèrent le long de mon dos, froissant le tissu coûteux de mon costume, et je pouvais sentir son corps trembler contre le mien. « Je t'aime », les mots m'échappèrent sans permission, emplis de toute la vérité que je tentais de cacher au monde. « Je t'aime plus que je ne devrais, plus que ce qui est raisonnable. » Il ouvrit les yeux, ces yeux qui me hantent chaque nuit, et je vis des larmes qu'il refusait de laisser couler. « Gabriel, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais avant que je puisse répondre, le bruit de pas dans le couloir nous sépara brusquement. La réalité revint comme une gifle, cruelle et implacable. Enzo s'éloigna, se recomposant avec une rapidité qui me brisa le cœur. « Va-t'en », dit-il, la voix rauque d'émotion, avant qu'il ne soit trop tard pour nous deux. Je quittais cet endroit avec son goût encore sur mes lèvres et la certitude qu'il était déjà trop tard depuis longtemps. Je m'appelle Gabriel Moncler et jusqu'à mes 35 ans, je croyais avoir le contrôle total de ma vie. J'ai bâti un empire immobilier qui domine le marché parisien, transformant des terrains abandonnés en complexes luxueux qui redessinent l'horizon de la ville. Quand les gens entendent mon nom, ils pensent au pouvoir, à l'argent, au succès absolu. Ce qu'ils ignorent, c'est que derrière cette façade impeccable se cache un homme qui se sent prisonnier de sa propre vie dorée. Ce matin d'octobre, j'étais dans mon bureau au dernier étage de l'immeuble Moncler, observant Paris s'étendre devant moi à travers les fenêtres du sol au plafond. La tour Eiffel scintillait au loin, mais même cette vue magnifique ne parvenait pas à combler le vide que je sentais grandir en moi chaque jour. « Monsieur Moncler », la voix de mon assistante Marie retentit dans l'interphone. La réunion sur le programme de responsabilité sociale est prévue pour 14 heures. Je soupirai, ajustant ma cravate italienne. Le programme de réinsertion sociale était l'une de ces initiatives que mon équipe de marketing jugeait essentielle pour l'image de l'entreprise. Nous financions des formations professionnelles dans certaines prisons françaises, une manière d'apaiser notre conscience tout en construisant des appartements de luxe que seuls les plus riches pouvaient s'offrir. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Peut-être était-ce l'ennui de ma routine prévisible, ou une agitation inexplicable qui me tourmentait depuis des semaines. Quand Marie mentionna qu'il serait possible de visiter la prison de Fresnes, pour suivre personnellement l'avancement du programme, une étrange curiosité s'empara de moi. « Organiser la visite », dis-je, me surprenant moi-même par ma décision. « Je veux voir comment l'argent est utilisé. » Marie parut surprise. Je ne m'impliquais jamais personnellement dans nos actions sociales, mais elle se contenta d'acquiescer professionnellement. « Bien sûr, monsieur. Je vais appeler le directeur de la prison immédiatement. » 3 heures plus tard, je franchissais les lourdes portes de la prison de Fresnes, un complexe imposant qui me fit remettre en question toutes les libertés que j'avais toujours considérées comme acquises. Le directeur, un homme petit et nerveux nommé Dubois, m'accompagnait dans une visite des installations, parlant sans cesse de taux de récidive et de programmes de réhabilitation. Mais j'écoutais à peine ses paroles. Quelque chose dans cet environnement m'affectait d'une manière que je ne pouvais expliquer. Peut-être était-ce le contraste absolu avec mon monde de luxe et de privilèges, ou peut-être était-ce l'humanité brute qui pulsait derrière ces barreaux. « Ici, nous avons notre atelier de mécanique.
dit Dubois, ouvrant une porte donnant sur un vaste espace rempli d'outils et de pièces de voiture. C'est l'un des cours les plus demandés. Les détenus apprennent un métier qui peut vraiment faire une différence lorsqu'ils sortiront d'ici. C'est alors que je l'ai vu. Il était penché sur un moteur, les manches de sa chemise d'uniforme retroussées, révélant des avant-bras musclés marqués de petites cicatrices, preuve d'années de travail manuel. Ses cheveux bruns tombaient sur son front alors qu'il se concentrait sur sa tâche, et il y avait une grâce dans ses mouvements qui me captiva instantanément. Quand il leva la tête et que nos regards se croisèrent, j'eus l'impression que le monde s'arrêtait. Ses yeux étaient d'un brun profond, presque noirs, et il y avait en eux une intensité qui me transperça comme une lame. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés à travers l'espace qui nous séparait, et j'ai senti quelque chose s'éveiller en moi, quelque chose que je ne reconnaissais. « Passe, c'est Enzo Moro », dit Dubois, suivant mon regard. « L'un de nos meilleurs élèves. Il a un talent naturel pour la mécanique, très discipliné et intelligent. Dommage qu'il se soit fourré dans des ennuis. »« Quel genre d'ennui ?» demandai-je, essayant de paraître désinvolte, mais ma voix sortit légèrement rauque. « Vol de véhicule », répondit Dubois en baissant la voix. « Mais ce n'est pas un criminel ordinaire, vous savez. Il a perdu son emploi dans l'atelier où il travaillait. Il avait une petite fille à nourrir. Il a fait de mauvais choix, mais pour des raisons que, eh bien, beaucoup d'entre nous pourraient comprendre. » Enzo était retourné à son travail, mais je pouvais sentir qu'il était conscient de ma présence. Il y avait une tension dans l'air, comme si des fils invisibles nous reliaient à travers cette salle pleine de monde. « J'aimerais parler à certains des détenus, » dis-je impulsivement, pour mieux comprendre comment le programme fonctionne dans la pratique. Dubois parut encore plus nerveux. « Bien sûr, monsieur Moncler, mais peut-être serait-il préférable d'organiser quelque chose de plus formel, avec quelques détenus sélectionnés. »« Non, » l'interrompis-je, mes yeux toujours fixés sur Enzo. « Je veux parler avec lui, avec Moro. » Ce qui suivit fut une négociation délicate. Dubois était visiblement mal à l'aise avec mon insistance, mais mon nom et mon influence ouvrirent des portes qui seraient normalement restées fermées. 15 minutes plus tard, j'étais assis dans une petite salle de réunion, attendant. Quand la porte s'ouvrit et qu'Enzo entra, escorté par un garde, mon cœur s'emballa à nouveau. De près, il était encore plus impressionnant. Grand, peut-être 1,80 m, avec une posture droite que la prison n'avait pas réussi à briser. Ses yeux me trouvèrent à nouveau, et cette fois, il y avait une curiosité prudente dans son regard. « Monsieur Moncler, » dit-il, sa voix grave et légèrement rauque, « c'est un honneur de vous rencontrer. » Il y avait une pointe d'ironie dans ses paroles, mais aussi une politesse naturelle qui me surprit. Il s'assit sur la chaise en face de moi avec une élégance qui contrastait avec l'austérité de l'environnement. « Le plaisir est pour moi, Moro, » répondis-je, étudiant son visage. Il y avait des rides d'expression autour de ses yeux, marque d'une vie plus intense qu'il n'aurait dû à 29 ans. « J'aimerais connaître votre opinion sur le programme de formation. » Il inclina la tête, un petit sourire effleurant le coin de ses lèvres. « Mon opinion, c'est inhabituel. En général, les gens comme vous arrivent ici avec leurs opinions déjà formées. Les gens comme moi, demandai-je, intrigué par sa franchise. Riches, puissants, des gens qui n'ont jamais eu à faire des choix impossibles. Ses yeux me défièrent. Des gens qui financent des programmes de charité pour apaiser leur conscience, tout en construisant des mondes auxquels des gens comme moi n'auront jamais accès. J'aurais dû me sentir offensé, mais au lieu de cela, je ressentis une étrange admiration pour son courage. Combien de personnes dans sa position auraient osé me parler ainsi? Vous avez raison, admis-je, nous surprenant tous les deux. Je n'ai jamais eu à faire des choix impossibles. Peut-être est-ce pour cela que je suis ici, pour comprendre. Quelque chose changea dans son expression. La dureté dans ses yeux s'adoucit légèrement, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la vulnérabilité. « Le programme est bon, » dit-il, sa voix plus douce maintenant. « Il me donne une chance de reconstruire ma vie, d'avoir quelque chose à offrir à ma fille, quand je sortirai d'ici. Mais parfois, je me demande si le monde extérieur sera prêt à donner une seconde chance à quelqu'un comme moi, quelqu'un comme vous, un ex-détenu, un voleur. » Il prononça ces mots sans auto-apitoiement, simplement comme des faits. Peu importe combien je change ici, dehors, je serai toujours l'homme qui a volé des voitures pour payer le loyer. Je restai silencieux un moment, absorbant ses paroles. Il y avait une dignité dans sa manière de parler qui me toucha profondément. « Parlez-moi de votre fille, » dis-je doucement. Son visage entier se transforma. Les yeux qui étaient durs et méfiants auparavant s'emplirent d'une tendresse qui me serra le cœur. « Sophie, » dit-il, et ce nom sonna comme une bénédiction sur ses lèvres. Elle a 7 ans, des cheveux bouclés comme ceux de sa mère, mais avec mes yeux.
C'est l'enfant la plus intelligente que j'ai jamais connue. Sa voix trembla légèrement. Elle ne m'a pas vu depuis 8 mois. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'elle me voie ici. Je ne veux pas que ses souvenirs de moi soient contaminés par cet endroit. Il regarda autour de la pièce froide. Je veux que quand je sortirai, quand nous serons à nouveau ensemble, elle puisse être fière de l'homme que je suis devenu. À cet instant, quelque chose de fondamental changea en moi. Cet homme, que la société avait qualifié de criminel, avait plus d'honneur et d'amour dans son cœur que beaucoup de personnes que je côtoyais dans mes cercles privilégiés. « Combien de temps vous reste-t-il ici » demandai-je. 8 mois si tout se passe bien avec la liberté conditionnelle. 8 mois. Cette information se grava dans mon esprit avec une intensité que je ne pouvais expliquer. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée de Dubois, qui semblait clairement impatient de mettre fin à notre rencontre. Mais alors que je me levais pour partir, Enzo me retint avec son regard. « Monsieur Moncler, dit-il en se levant également, merci de m'avoir écouté. Ça faisait longtemps que personne ne l'avait fait. » Je lui tendis la main, un geste qui fit froncer les sourcils à Dubois. Quand nos doigts se touchèrent, je sentis un courant électrique parcourir mon bras. À en juger par les yeux écarquillés d'Enzo, il avait ressenti la même chose. « Je reviendrai, dis-je, les mots m'échappant avant que je ne puisse les retenir complètement, pour suivre vos progrès dans le programme. » Il acquiesça lentement, ses doigts s'attardant à relâcher les miens. Je serai là. Je quittai la prison ce jour-là avec l'esprit complètement confus. Pendant tout le trajet de retour à mon bureau, je ne pouvais penser qu'à Enzo. Ses yeux, sa voix, la manière dont il parlait de sa fille, l'étincelle que j'avais ressentie lorsque nous nous étions touchés. Ce soir-là, dans mon appartement de luxe avec vue sur la Seine, je bus une bouteille entière de vin en essayant de comprendre ce qui m'arrivait. Je n'avais jamais été attiré par des hommes auparavant. Ma vie amoureuse avait toujours été discrète mais conventionnelle. Quelques petites amies élégantes qui correspondaient à mon image publique, des relations superficielles qui n'avaient jamais vraiment touché mon cœur. Mais Enzo Moro avait éveillé en moi quelque chose que je ne reconnaissais pas, quelque chose de primitif et puissant qui m'effrayait et me fascinait à la fois. 3 jours plus tard, j'étais de retour à la prison de Fresnes. Une autre visite? Dubois ne put cacher sa surprise. Sitôt, je veux proposer quelque chose, mentis-je avec aisance. Un programme de mentorat individualisé, sélectionner quelques détenus prometteurs et les suivre de plus près dans leur réinsertion. C'était une excuse bancale, mais elle fonctionna. 1 heure plus tard, j'étais à nouveau assis dans la même salle attendant Enzo. Quand il entra, je remarquai qu'il était nerveux lui aussi. Il y avait une tension dans ses épaules, et il évita mon regard pendant quelques secondes avant de s'asseoir. « Tu es revenu ?» dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix que je ne pouvais pas interpréter. « Je t'avais dit que je reviendrais. »« Oui, mais... » Il hésita. « Les gens comme vous disent souvent beaucoup de choses qu'ils ne pensent pas vraiment. Et tu as déjà décidé quel genre de personne je suis ?» Il me regarda directement dans les yeux alors, et je ressentis à nouveau ce courant électrique entre nous. « J'essaie encore de le découvrir, » admit-il. Ce qui suivit fut la conversation la plus honnête que j'avais eue depuis des années. Nous parlâmes de tout et de rien, des livres, de la vie, des rêves que nous avions enfants. Je découvris qu'Enzo était bien plus cultivé que je ne l'imaginais, qu'il lisait voracement à la bibliothèque de la prison, qu'il avait des opinions intelligentes sur l'art et la politique. « Comment en es-tu arrivé à... » commençai-je à demander à propos de son crime, mais il m'interrompit. « Mécanicien depuis mes 16 ans, dit-il simplement. J'étais bon dans ce que je faisais. J'avais un petit atelier, rien d'extraordinaire, mais assez pour subvenir aux besoins de Sophie et de sa mère. Puis l'économie s'est effondrée. Les gens ont arrêté de réparer leurs vieilles voitures, préférant en acheter des neuves ou utiliser les transports en commun. Il s'arrêta, regardant ses mains. La mère de Sophie est tombée malade. Cancer. Les traitements étaient coûteux. Le loyer était en retard. Sophie avait besoin de nouveaux vêtements pour l'école. Sa voix devint plus basse. J'ai tout essayé. Des emplois, des prêts. J'ai même vendu tout ce que j'avais de valeur. Mais ce n'était pas assez. Et ensuite? Alors un ami m'a dit qu'il connaissait des gens qui payaient bien pour des voitures spécifiques. Juste une fois, m'a-t-il dit. Juste pour surmonter la crise. Enzo rit amèrement. Bien sûr, ce n'était pas juste une fois. Et bien sûr, ils m'ont attrapé à la fin. Et la mère de Sophie? Elle est morte 3 mois après mon incarcération. Sophie est restée avec ma sœur. Sa voix se brisa légèrement. Elle est morte en pensant que je l'avais abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi. Je ressentis une douleur physique dans la poitrine en entendant son histoire. Cet homme avait tout perdu en essayant de sauver ceux qu'il aimait. « Tu ne l'as pas abandonné ?» dis-je avec fermeté.
Tu as fait ce que n'importe quel père aurait fait. Il leva les yeux vers moi, et je vis des larmes qu'il refusait de laisser couler. Parfois, je me demande si elle aurait préféré que je sois resté, même sans argent pour les traitements. Elle savait que tu l'aimais, dis-je sans savoir d'où venaient ces mots de réconfort. C'est ce qui compte. Nous restâmes silencieux un moment, le poids de sa douleur emplissant l'espace entre nous. Puis, impulsivement, je tendis la main sur la table. Il la regarda puis regarda mon visage, et lentement entrelace ses doigts aux miens. Le contact fut électrique mais aussi réconfortant. J'eus l'impression de toucher quelque chose de sacré, quelque chose qui me complétait d'une manière que je ne comprenais pas. Gabriel, dit-il mon nom pour la première fois, et ce son sur ses lèvres me fit frissonner. Oui? Pourquoi es-tu vraiment ici? C'était une question à laquelle je ne savais pas répondre moi-même. Je regardais nos doigts entrelacés, ses yeux qui m'étudiaient intensément, et réalisais que j'étais au bord d'un précipice. Je ne sais pas, admis-je, mais je ne peux pas rester loin. Quelque chose changea dans l'air autour de nous. La tension devint presque palpable, chargée d'un courant qui nous attirait l'un vers l'autre à travers cette petite table. Gabriel, répéta-t-il, plus bas maintenant, presque un murmure. Enzo, le bruit de la porte s'ouvrant nous sépara brusquement. Dubois entra avec un garde, et nous relâchâmes rapidement nos mains. Désolé d'interrompre, dit Dubois, mais ses yeux méfiants indiquaient qu'il avait vu plus qu'il ne l'admettait. Mais l'heure des visites est presque terminée. Je quittais la prison ce jour-là en sachant que j'avais franchi une ligne invisible. La manière dont Enzo avait prononcé mon nom, la façon dont nos doigts s'étaient parfaitement emboîtés, le courant de désir qui avait pulsé entre nous, tout cela me hanta pendant les jours suivants. Et pour tous ceux qui suivent notre histoire, j'aimerais que vous me disiez, avez-vous déjà ressenti cette connexion inexplicable avec quelqu'un? Cette sensation que le destin a conspiré pour mettre une personne spécifique sur votre chemin? Laissez vos commentaires, car je crois que nous avons tous vécu des moments comme cela, des moments qui changent le cours de nos vies pour toujours. Je savais que j'étais en train de tomber amoureux d'Enzo Moro, et ce qui était le plus effrayant, c'est que d'après les signes que je captais, il tombait amoureux de moi aussi. La question était, que ferions-nous de cet amour impossible, dangereux et absolument inévitable? Les semaines suivantes se transformèrent en une danse périlleuse entre le désir et la raison. Je me trouvais à inventer des excuses de plus en plus élaborées pour visiter la prison de Fresnes, toujours avec une justification liée aux programmes sociaux de mon entreprise. Dubois commença à me regarder avec une méfiance croissante, mais mon influence et les généreuses donations que je faisais au système carcéral garantissaient que mes visites continuaient d'être approuvées. Chaque rencontre avec Enzo devenait plus intense que la précédente. Nos doigts se frôlaient accidentellement sur la table. Nos regards s'attardaient plus longtemps qu'il n'était convenable, et la tension sexuelle entre nous grandissait comme une tempête se formant à l'horizon. « Tu joues avec le feu, Gabriel », me dit Enzo lors de notre 5e réunion, sa voix chargée d'un avertissement que ses yeux contredisaient totalement. « Les gens comme toi ne s'impliquant pas avec des gens comme moi, ça ne peut que mal finir. »« Et si je me fiche des conséquences ?» répondis-je, me penchant légèrement sur la table. Je pouvais voir sa respiration s'accélérer à cause de ma proximité. « Tu devrais t'en soucier, » murmura-t-il, mais sa main se glissa jusqu'à toucher la mienne, nos doigts s'entrelaçant d'une manière qui devenait déjà addictive. « Tu as beaucoup à perdre. Peut-être que j'ai plus à gagner. » Ses yeux s'élargirent légèrement à ma déclaration. Pendant des semaines, nous avions dansé autour de ce qui grandissait entre nous, mais nous n'avions jamais été aussi directs. « Gabriel », dit-il mon nom comme un soupir, comme une requête et un refus en même temps. « Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais exactement ce que je dis. » Ma voix sortit plus rauque que prévu. « Je pense à toi chaque nuit, Enzo. Je me réveille en pensant à toi. Je passe mes journées à inventer des excuses pour venir ici, pour être près de toi, pour toucher ta main même si ce n'est que pour quelques secondes. » Je vis des larmes se former dans ses yeux, des larmes qu'il chassa rapidement en clignant. « C'est de la folie, » murmura-t-il, mais ses doigts serrèrent les miens plus fort. « Alors soyons fous ensemble. » C'est à cet instant que tout changea entre nous. Il n'y avait plus de prétention, plus de jeu. Ce qui existait était pur et primitif. Deux hommes tombant amoureux contre toutes les probabilités, contre toutes les conventions, contre toute logique. « J'ai besoin de te toucher pour de vrai, » dis-je. Ma voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai besoin de te sentir vraiment, ne serait-ce qu'une fois. » Enzo ferma les yeux, comme s'il menait une bataille intérieure. Quand il les rouvrit, je vis la décision qu'il avait prise. « Vendredi, » dit-il tout bas, pendant la pause déjeuner, « il y a une salle de stockage au bout du couloir C.
Les gardes font leur ronde à 13h15. Nous avons 15 minutes. Mon cœur s'emballa. Enzo, c'est trop risqué. Si on nous attrape, je sais. Ses yeux me fixèrent intensément. Mais je ne peux plus faire semblant de ne pas ressentir ça. Je ne peux plus faire semblant que tu ne représentes pas tout pour moi. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Tout. Je représentais tout pour lui, tout comme il était devenu tout pour moi. Vendredi, acquiesçai-je, sachant que je scellais notre destin. Les 3 jours jusqu'à vendredi furent une torture. Je ne pouvais me concentrer sur le travail, je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais penser à rien d'autre que ces 15 minutes que j'aurais avec Enzo. Marie commença à commenter mon apparence fatiguée, et j'inventais une excuse à propos du stress au travail. Le vendredi, j'arrivais à la prison avec le cœur battant si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Dubois m'accueillit avec sa courtoisie habituelle, mais je notais que sa méfiance s'était transformée en quelque chose de plus proche du soupçon. « Monsieur Moncler, dit-il en m'accompagnant dans les couloirs, j'ai remarqué votre dévouement exceptionnel à notre programme. C'est admirable, mais aussi inhabituel. Comment cela ? Essayai-je de paraître désinvolte. Eh bien, la plupart de nos sponsors se contentent de rapports écrits. Ce besoin de suivi personnel si fréquent est, disons, singulier. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Je crois en l'importance de m'impliquer directement dans les causes que je soutiens. Bien sûr, mais ses yeux me disaient qu'il n'était pas convaincu. La matinée s'éternisa comme une éternité. Je participais à une réunion sur les taux de réussite des formations, visitais quelques ateliers, discutais avec d'autres détenus, mais mon esprit était entièrement focalisé sur ce qui se passerait à 13h. À 12h45, je m'excusai en disant que je devais passer quelques appels importants. Dubois m'indiqua une petite salle où je pourrais avoir de l'intimité, mais au lieu de rester là, j'attendis qu'il s'éloigne et me dirigeai rapidement vers le couloir C. Mon cœur battait si fort que c'en était douloureux. Je trouvai la salle de stockage qu'Enzo avait mentionnée, une porte discrète au bout d'un couloir peu fréquenté. Je regardai autour de moi, m'assurant qu'il n'y avait personne, et poussai la poignée. La porte s'ouvrit silencieusement. L'espace était petit et sombre, rempli d'étagères avec des produits de nettoyage et divers matériaux. Une seule ampoule suspendue au plafond diffusait une lumière faible et jaunâtre. Et là, adossé au mur du fond, se tenait Enzo. En me voyant, il se redressa, et pendant quelques secondes, nous nous contentâmes de nous regarder à travers cet espace exigu. La tension entre nous était presque palpable, électrique, dangereuse. « Tu es venu » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Je ne pourrais pas rester loin » répondis-je, fermant soigneusement la porte derrière moi. Alors, comme si une digue s'était rompue, nous nous précipitâmes l'un vers l'autre. Nos corps se heurtèrent avec une urgence désespérée. Ses mains s'enroulèrent dans mes cheveux, et nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui fut une pure explosion. C'était différent de tous les baisers que j'avais donnés ou reçus. C'était de la faim, de la soif, du besoin. C'était des mois de tension accumulée se libérant d'un coup. Ses mains explorèrent de mon visage, mon cou, mes épaules, comme s'il voulait mémoriser chaque centimètre de moi. « Gabriel » gémit-il contre mes lèvres, mon nom sonnant comme une prière dans sa voix. Mon Dieu, comme j'en avais envie. Mes mains trouvèrent sa taille, le tirant plus près, sentant la chaleur de son corps à travers l'uniforme de la prison. Je pouvais sentir son cœur battre à tout rompre contre ma poitrine. Je pouvais sentir qu'il tremblait légèrement dans mes bras. Moi aussi, murmurai-je, embrassant son cou, goûtant le sel de sa peau. Toutes les nuits, Enzo, toutes les nuits, j'imaginais ça. Ses mains glissèrent dans mon dos, froissant le tissu de mon costume, et je pouvais sentir la force contenue dans ses doigts, le besoin qu'il essayait de contrôler. « Nous avons peu de temps, » dit-il, mais ses mains continuèrent à m'explorer comme s'il ne pouvait s'arrêter de me toucher. « Alors laisse-moi te sentir, » murmurai-je, mes mains remontant pour toucher son visage, mes doigts glissant sur la rugosité de sa barbe. « Laisse-moi mémoriser ça. » Nos lèvres se rencontrèrent à nouveau, plus lentement cette fois, plus tendrement, mais avec une intensité qui me fit sentir comme si je fondais. Je pouvais sentir ses mains trembler lorsqu'elles touchèrent mon visage, comme si j'étais quelque chose de précieux qu'il craignait de briser. « Tu es si beau » murmura-t-il contre mes lèvres, et ces mots me firent me sentir plus désiré que n'importe quel compliment que j'avais jamais reçu. « Enzo » gémis-je son nom, perdu dans la sensation d'être enfin dans ses bras, de pouvoir enfin le toucher comme je l'avais rêvé pendant des semaines. Ses mains glissèrent vers ma nuque, ses doigts s'enroulant dans mes cheveux, et il me tira pour un autre baiser. Celui-ci fut plus profond, plus désespéré, comme si nous savions tous les deux que ces moments étaient volés,
précieux et peut-être unique. Je pouvais sentir la solidité de son corps contre le mien, la force de ses bras m'enveloppant, la chaleur qui émanait de sa peau. Tout était si différent de ce que je connaissais, si masculin et puissant, et en même temps si tendre, que cela me fit remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. « Gabriel, dit-il, s'éloignant légèrement pour me regarder dans les yeux, si nous continuons, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu comprends ?» Je regardais ces yeux sombres qui m'hypnotisaient, ce visage qui était devenu plus important pour moi que ma propre sécurité, et je sus que ma réponse scellerait notre destin. « Je sais, » murmurai-je, « et je ne veux pas de retour en arrière. » Quelque chose changea dans son expression, une vulnérabilité qui me brisa et me guérit en même temps. « Je t'aime, » dit-il, les mots sortant de ses lèvres comme un secret sacré. « Je sais que c'est de la folie, je sais que c'est impossible, mais je t'aime, Gabriel. » Je sentis des larmes brûler mes yeux. « Je t'aime aussi, Enzo. Plus que je ne devrais, plus que ce n'est sûr, plus que tout. » Nous nous embrassâmes à nouveau et cette fois c'était différent. Ce n'était plus seulement du désir ou de la passion, c'était de l'amour scellé, un engagement pris dans l'obscurité de cette salle improvisée, loin des yeux du monde qui nous jugerait. Le bruit de voix dans le couloir nous sépara brusquement. Nous restâmes immobiles, haletants, le cœur battant, écoutant les pas qui s'approchaient. « Les gardes !» murmura Enzo, les yeux écarquillés de panique. Les voix se rapprochèrent, et nous pûmes entendre des fragments de conversation. Mon esprit s'emballa, calculant les possibilités, les excuses que je pourrais donner si nous étions découverts. Mais ensuite, les voix commencèrent à s'éloigner, se dirigeant vers une autre partie du couloir. Nous restâmes silencieux pendant quelques minutes de plus, jusqu'à ce que nous soyons certains d'être en sécurité. « Je dois y aller, » dit Enzo, mais ses mains étaient toujours sur mon visage, comme s'il ne pouvait se résoudre à me lâcher. « Je sais. » J'embrassai sa paume lorsqu'elle toucha ma joue. « Quand te reverrai-je ? Je ne sais pas si nous devrions... » commença-t-il, mais je l'interrompis. « Enzo, ne me dis pas que c'était une erreur, pas après ce qu'on vient d'admettre. » Il ferma les yeux, visiblement en lutte avec lui-même. « Ce n'était pas une erreur, » dit-il finalement. « Mais c'est trop dangereux. Si on nous attrape, alors nous serons plus prudents. Gabriel, je trouverai un moyen, dis-je avec une détermination qui me surprit. Je trouverai un moyen pour qu'on soit ensemble sans risque. » Il me regarda avec une expression mêlant espoir et désespoir. « Comment ? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. » Je l'embrassai une dernière fois, rapidement, mais avec toute la promesse que je pouvais mettre dans ce geste. « Fais-moi confiance. » Nous quittâmes la salle à quelques minutes d'intervalle, retournant à nos routines comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Son goût était encore sur mes lèvres, son odeur imprégnait encore mes vêtements, et la sensation de ses bras autour de moi s'était gravée de manière permanente dans ma mémoire. Pendant le reste de la visite, je maintins une façade professionnelle impeccable, discutant de rapports et d'objectifs avec Dubois, comme si mon monde n'avait pas été complètement bouleversé quelques minutes plus tôt. Mais quand je rentrais chez moi ce soir-là, je m'effondrais dans mon fauteuil en cuir italien et laissais enfin la réalité de ce qui s'était passé me frapper de plein fouet. J'étais tombé amoureux d'un détenu, pas seulement amoureux, j'avais confessé mon amour et entendu la même confession en retour. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Pendant la journée, j'essayais de maintenir ma routine normale. Réunions, décisions professionnelles, dîners sociaux. Mais mon esprit était constamment avec Enzo. La nuit, seul dans mon appartement, je revivais chaque seconde de ces 15 minutes dans la salle de stockage. Chaque contact, chaque baiser, chaque mot murmuré. Marie commença à faire des commentaires plus directs sur ma distraction. « Monsieur Moncler ?» dit-elle un matin de mardi, entrant dans mon bureau avec une pile de documents que j'aurais dû examiner depuis des jours. « Vous devez signer ces contrats. La réunion avec les investisseurs japonais a été reportée 3 fois parce que vous n'avez pas confirmé votre agenda. Et il y a au moins 15 appels importants qui n'ont pas été retournés. » Je la regardais, essayant de me concentrer sur ses paroles, mais mon esprit était à la prison de Fresnes, imaginant ce qu'Enzo faisait à cet instant. « Désolé, Marie. Ça a été une semaine difficile. » Elle m'étudia avec ce regard perspicace qu'elle avait développé après des années à travailler avec moi. Puis je suggérai que vous preniez quelques jours de congé. Peut-être un voyage dans votre maison en Provence ? Vous semblez différent ces derniers temps. Différent, si elle savait à quel point. Non, merci. J'ai juste besoin de mieux m'organiser. Je pris les documents qu'elle avait apportés, feignant de m'y intéresser. Et à propos de la visite à la prison cette semaine, Marie fronça les sourcils. Monsieur,
Avec tout le respect, peut-être est-il temps de déléguer ces visites à quelqu'un de l'équipe de responsabilité sociale. Vous avez des affaires plus importantes à traiter. Non, répondis-je trop vite, attirant encore plus son attention. Je veux dire, je préfère suivre cela personnellement. C'est important pour moi. Elle me regarda longuement, et j'eus la désagréable impression qu'elle voyait plus que je ne le souhaitais. Comme vous voudrez, monsieur. Après son départ, je restais seul avec mes pensées tumultueuses. Marie avait raison. J'étais différent. Complètement différent. L'homme que j'étais il y a 2 mois, focalisé uniquement sur les affaires et le succès, semblait être un étranger maintenant. Et le plus effrayant, c'est que cet homme ne me manquait pas. Le jeudi, je ne pus plus attendre. J'appelai Dubois en inventant une excuse sur le besoin urgent de vérifier certains rapports. 1 heure plus tard, je franchissais à nouveau les portes de la prison. Monsieur Monclerc m'accueillit Dubois avec sa courtoisie habituelle. Mais je notai que son expression était plus tendue que d'habitude. Quelle surprise de vous avoir ici si tôt. Des questions urgentes, mentis-je avec aisance. Je dois revoir certaines données du programme avant la réunion du conseil la semaine prochaine. Il acquiesça, mais ses yeux m'étudièrent attentivement. Bien sûr. Souhaitez-vous parler à un détenu en particulier aujourd'hui? Mon cœur s'emballa. Si possible, j'aimerais reparler avec Moreau. Il fournit des retours précieux sur le programme. Moreau. Dubois répéta le nom lentement. Oui, il a été très coopératif lors de vos visites. Il y avait quelque chose dans son ton qui me fit frissonner, mais je ne pouvais pas reculer maintenant. 20 minutes plus tard, j'étais dans la salle de réunion familière, attendant. Quand la porte s'ouvrit et Kenzo entra, je sentis mon monde se réaligner. Cela faisait 3 jours que je ne l'avais pas vu, et l'impact de sa présence me frappa comme une vague. Il semblait fatigué, avec des cernes plus marquées, mais ses yeux s'illuminèrent en me voyant. Le garde se positionna à l'extérieur, fermant la porte, et nous fûmes seuls. « Gabriel », dit-il mon nom comme un soupir de soulagement. « Je pensais que tu ne viendrais plus. Comment pourrais-je ne pas venir ?» Je me levai, voulant le toucher, mais je me forçais à garder mes distances. Je savais que nous pouvions être observés. « Comment vas-tu ?»« Mieux maintenant. » Ses yeux me dévorèrent, comme s'il voulait mémoriser chaque détail. Je n'ai pas pu arrêter de penser à vendredi. Moi non plus. Ma voix sortit rauque. « Enzo, nous devons parler de ce qui s'est passé. » Il s'assit sur la chaise en face de la mienne, ses mains posées sur la table. Il avait de petites blessures sur les doigts, preuve de son travail à l'atelier. « Je sais que c'était risqué, » dit-il tout bas. « Je sais qu'on a tout mis en danger, mais je ne regrette pas. Moi non plus. Mais nous devons être plus prudents. » Comment? Ses yeux me défièrent. « Gabriel, nous nous aimons, mais je suis en prison et tu es... toi. Comment pouvons-nous être autre chose que prudents ?» La douleur dans sa voix me brisa. « Je ne sais pas encore, mais je trouverai un moyen. » « Quel moyen? Tu vas attendre 8 mois jusqu'à ce que je sorte? Et après, tu penses qu'on pourra simplement se promener main dans la main dans les rues de Paris? Un magnate et un ex-détenu? » Ces mots étaient cruels parce qu'ils étaient vrais. « Enzo, non, » continua-t-il, sa voix devenant plus intense. « Tu vis dans un monde de penthouse et de voitures de luxe. Je sortirai d'ici sans rien, sans travail, sans perspective. Quel avenir pouvons-nous avoir? Je m'en fiche. Mais tu devrais. » Il tapa du poing sur la table, frustré. « Tu as une réputation, une entreprise, toute une vie construite. Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu perds tout cela. » Je le regardais, cet homme qui se souciait plus de mon bien-être que du sien, et je sentis mon cœur se briser et guérir en même temps. « Enzo, » dis-je doucement, « tu es déjà la raison pour laquelle ma vie a complètement changé. Il n'y a pas de retour en arrière. » Ses yeux s'emplirent de larmes, qu'il chassa rapidement en clignant. « Gabriel, écoute, j'ai une idée. » Je me penchai légèrement sur la table, baissant la voix. « Et si je pouvais avancer ta liberté conditionnelle ?» Il me regarda comme si j'étais devenu fou. « C'est impossible. Et même si c'était possible, ce serait clairement suspect. Pas si c'est fait correctement. Mon entreprise se développe, nous avons besoin de mécaniciens qualifiés. Si je propose un emploi garanti, un logement, tout le soutien nécessaire à la réinsertion, cela pourrait influencer la décision de la commission de liberté conditionnelle. » Je vis l'espoir et la peur se battre dans ses yeux. « Tu ferais ça? Je ferais n'importe quoi pour toi. » Il ferma les yeux comme s'il assimilait la possibilité. « Et après, une fois que je serai sorti, après nous construirons notre vie, ensemble. Gabriel, tu parles d'abandonner tout pour moi. Je n'abandonne rien. Je choisis ce qui compte vraiment. » Nous restâmes silencieux un moment, le poids de la décision pesant entre nous. Puis Enzo tendit la main sur la table, et je la pris sans hésiter. « Si tu fais ça, dit-il tout bas, il n'y aura pas de retour en arrière pour aucun de nous. Je sais.
Ta vie va changer complètement. Elle a déjà changé. Il serra ma main, ses doigts s'entrelaçant aux miens. Et si ça tourne mal? Et s'il découvre pour nous? Alors nous affronterons ça ensemble. Ses yeux m'étudièrent intensément, comme s'il cherchait le moindre signe de doute. N'en trouvant aucun, il acquiesça lentement. D'accord, murmura-t-il, mais promets-moi une chose. N'importe quoi. Si à un moment tu réalises que ça te coûte trop cher, si tu regrettes, dis-le-moi. Ne sacrifie pas ta vie pour moi si ce n'est pas vraiment ce que tu veux. Je portais nos mains entrelacées à mes lèvres, embrassant doucement ses doigts. Ce geste fit écarquiller ses yeux et il jeta un rapide coup d'œil vers la porte. C'est ce que je veux le plus au monde, murmurai-je contre sa peau. Tu es ce que je veux le plus au monde. Le bruit de pas dans le couloir nous fit nous séparer rapidement. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et Dubois entra, accompagné du garde. Désolé d'interrompre, dit Dubois, mais ses yeux perspicaces passèrent entre nous deux. Mais nous devons conclure pour aujourd'hui. Bien sûr, dis-je en me levant. Enzo se leva aussi, et pendant un instant, nos regards se croisèrent une dernière fois. Merci pour la conversation, Moreau, dis-je formellement. Vos perspectives sur le programme sont très précieuses. Merci pour l'opportunité, monsieur Monclerc, répondit-il, mais il y avait une promesse dans sa voix que moi seul pouvais entendre. En marchant dans les couloirs vers la sortie, Dubois engagea une conversation banale, mais je sentis une tension sous-jacente dans ses paroles. Moreau semble avoir développé un intérêt particulier à vous impressionner, commenta-t-il nonchalamment. Comment cela? Oh, juste une observation. Il demande toujours quand vous reviendrez, il semble impatient de ces rencontres. Dubois me lança un regard en coin. C'est bien de voir un détenu si motivé, bien sûr. Mon estomac se noua. Oui, il semble très dévoué au programme. Très dévoué, répéta Dubois, et je n'aimais pas le ton de sa voix. Je quittais la prison ce jour-là avec un mélange d'espoir et d'appréhension. J'avais fait une promesse à Enzo, et j'avais l'intention de la tenir. Mais je sentais aussi que nous étions surveillés de plus près, que notre mascarade commençait à montrer des fissures. Ce soir-là, dans mon bureau à domicile, je commençais à travailler sur un plan. J'appelais mon avocat, des contacts dans le système judiciaire, des personnes qui devaient des faveurs à ma famille. Si je devais accélérer la liberté conditionnelle d'Enzo, il fallait que cela semble le plus naturel et légal possible. Mais tout en travaillant, une partie de moi se demandait si Dubois soupçonnait quelque chose de plus profond. Et s'il soupçonnait, combien de temps avions-nous avant que notre vérité n'éclate au grand jour? Pour tous ceux qui suivent notre voyage, j'aimerais savoir, croyez-vous que l'amour peut surmonter tous les obstacles? Quel sacrifice feriez-vous pour la personne que vous aimez? Partagez vos expériences avec nous, car les histoires d'amour véritables inspirent et renforcent toujours chacun d'entre nous. La sensation que nous marchions sur un terrain de plus en plus dangereux ne me quittait pas. Mais quand je pensais à Enzo, à ses yeux, à ses mains entrelacées aux miennes, je savais qu'il n'y avait pas de choix. J'aimais cet homme, et je ferais n'importe quoi pour que nous soyons ensemble. N'importe quoi. 3 semaines après cette conversation décisive avec Enzo, mon plan était en marche. J'avais créé une division spéciale chez Monclerc Enterprises dédiée à la réinsertion sociale, axée sur l'embauche d'ex-détenus qualifiés. Sur le papier, tout semblait légitime et altruiste. En réalité, c'était une opération soigneusement orchestrée pour justifier mon offre d'emploi à Enzo Moreau. Mon avocat, Philippe Durand, un homme discret qui s'occupait des intérêts de la famille Monclerc depuis des décennies, me regardait avec une expression inquiète de l'autre côté de son bureau en acajou. « Gabriel ?» dit-il en ajustant ses lunettes, « je dois vous poser la question directement. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir concernant votre intérêt pour ce Moreau ?» Mon sang se glaça. « À quoi faites-vous allusion, Philippe ? Vous remuez ciel et terre pour accélérer la liberté conditionnelle d'un homme que vous connaissez depuis quelques mois. Vous avez créé une division entière dans l'entreprise, mobilisé des contacts importants dans le système judiciaire. Vous offrez un package de réinsertion incluant logement et salaire au-dessus du marché. » Il m'étudia attentivement. Cela va au-delà de l'altruisme entrepreneurial. Je restais silencieux un long moment, pesant mes options. Philippe connaissait ma famille depuis des décennies. Il avait accès à tous nos secrets financiers et juridiques. Si quelqu'un devait découvrir la vérité, ce serait lui. « Philippe, dis-je finalement, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Je ne peux pas expliquer tous les détails, mais c'est important, très important. » Il se renversa dans son fauteuil, ses yeux expérimentés m'analysant. « Gabriel, en 40 ans de carrière, j'ai appris à reconnaître quand un client cache quelque chose de significatif. Et j'ai aussi appris que les secrets ont l'habitude de refaire surface aux moments les plus inopportuns.
celui-ci ne refera pas surface. Tous les secrets finissent par refaire surface tôt ou tard. Il soupira. Mais j'ai aussi appris à respecter la vie privée de mes clients. Je vais avancer comme vous me l'avez demandé, mais Gabriel, soyez très, très prudent. Je quittai le bureau de Philippe avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Le processus était en cours, mais son avertissement résonnait dans mon esprit. Les secrets ont l'habitude de refaire surface. 2 jours plus tard, j'étais de retour à la prison de Fresnes. Mais cette fois, il y avait une différence palpable dans l'atmosphère. Dubois m'accueillit avec une courtoisie glaciale, et je remarquai qu'il y avait plus de gardes que d'habitude dans les couloirs. « Monsieur Moncler, dit Dubois, me guidant à un rythme plus rapide que d'habitude. Ravi de vous avoir ici à nouveau. »« Merci, Dubois. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec ma visite d'aujourd'hui. »« Des problèmes ?» Il s'arrêta brusquement, se tournant pour me faire face. Pourquoi y aurait-il des problèmes? Son ton m'alerta immédiatement. « Juste une expression, désolé. J'ai remarqué qu'il y a plus de sécurité aujourd'hui. »« Ah ça ?» Dubois reprit sa marche. « Nous avons eu quelques incidents mineurs. Rien qui devrait vous inquiéter. Mais j'étais inquiet, très inquiet. Quand nous arrivâmes à la salle de réunion, Dubois fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il entra avec moi et s'assit. « Dubois ?» questionnai-je. « Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais participer à la conversation aujourd'hui. Pour des raisons administratives. » Mon cœur s'effondra. Quelque chose avait changé. Quelque chose s'était passé. Quand Enzo fut amené quelques minutes plus tard, je vis la même prise de conscience dans ses yeux. Nous étions en danger. « Moreau, » dit Dubois en consultant un carnet de notes, « Monsieur Moncler souhaiterait discuter de certaines opportunités futures avec vous. » Enzo s'assit rigidement, ses yeux croisant les miens pendant une seconde avant de se tourner vers Dubois. « Bien sûr, monsieur. »« Excellent. » Dubois sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son expression. « Monsieur Moncler, je vous en prie, continuez. » J'avalai ma salive, me forçant à maintenir une apparence professionnelle. « Moreau, mon entreprise élargit ses programmes de réinsertion sociale. Nous créons des opportunités d'emploi pour les détenus ayant un bon comportement et des compétences spécifiques. »« Quel type d'opportunités ?» demanda Enzo, sa voix soigneusement neutre. « Des postes dans notre flotte de maintenance de véhicules. Salaire compétitif, logement fourni, programme complet de soutien à la réinsertion. » Je vis l'espoir briller dans ses yeux, rapidement réprimés. « C'est très généreux, monsieur. C'est un investissement dans des personnes à fort potentiel, » répondis-je, les mots venant automatiquement tandis que mon esprit s'emballait, essayant de comprendre pourquoi Dubois était présent. « Intéressant, » dit Dubois en prenant des notes. « Et cette offre serait exclusive à Moreau ?» La question me prit au dépourvu. « Comment cela ?»« Eh bien, nous avons d'autres détenus qualifiés en mécanique. Pourquoi spécifiquement Moreau ?» Je sentis une sueur froide couler dans ma nuque. Il a démontré un dévouement exceptionnel au programme, ainsi que des compétences techniques supérieures. Dubois continua d'écrire. Et quand cette offre serait-elle mise en œuvre? Idéalement lorsqu'il obtiendra sa liberté conditionnelle. Ah oui, à ce propos. Dubois leva les yeux de ses notes. Nous avons reçu une demande officielle pour accélérer le processus de liberté conditionnelle de Moreau. Une demande qui, curieusement, est passée par des canaux très influents. L'air dans la pièce sembla disparaître. Enzo me regarda, les yeux écarquillés, et je vis de la panique dans son expression. Il est naturel que des employeurs intéressés par des candidats de spécifiques facilitent les processus légaux, dis-je, essayant de garder une voix ferme. Naturel, oui. Dubois ferma son carnet d'un coup sec. Moreau, pouvez-vous nous laisser quelques minutes? J'aimerais parler à monsieur Moncler en privé. Enzo hésita, ses yeux croisant les miens une dernière fois. J'essayais de lui transmettre de la confiance à travers mon regard, mais je sentais que nous étions au bord d'un précipice. « Bien sûr, monsieur, » dit Enzo en se levant. Lorsqu'il passa près de ma chaise pendant une fraction de seconde, ses doigts effleurèrent mon épaule. C'était presque imperceptible, mais je ressentis une décharge électrique. Après son départ, Dubois et moi restâmes silencieux un long moment. Enfin, il parla. « Monsieur Moncler, en 20 ans à la tête de cette prison, j'ai appris à reconnaître beaucoup de choses. J'ai appris à reconnaître quand un détenu ment, quand il planifie quelque chose, quand il cache des secrets. » Il marqua une pause. Et j'ai aussi appris à reconnaître quand quelqu'un de l'extérieur développe un intérêt inhabituel pour un détenu spécifique. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Je ne comprends pas l'insinuation. Il n'y a pas d'insinuation, monsieur Moncler. Juste une observation. Dubois se pencha sur la table. Vos visites sont devenues plus fréquentes, toujours en demandant à rencontrer le même détenu. Moreau, de son côté, semble impatient de ces rencontres d'une manière qui va au-delà de l'intérêt professionnel.
Et maintenant, comme par hasard, une opportunité d'emploi parfaite et un processus accéléré de liberté conditionnelle apparaissent. Ce ne sont que des coïncidences. Monsieur Moncler, m'interrompit Dubois, sa voix basse mais ferme. La semaine dernière, l'un de nos gardes a remarqué quelque chose d'intéressant. La salle de stockage dans le couloir C a été trouvée avec la serrure forcée. De petits indices indiquant que quelqu'un y était pendant un horaire où elle aurait dû être vide. Je sentis le monde s'effondrer autour de moi. Cela pourrait être n'importe quel détenu. Peut-être. Dubois acquiesça. Mais ce garde s'est aussi souvenu de vous avoir vu marcher dans cette direction lors d'une de vos visites. Seul, sans escorte. Ce qui est déjà une violation des protocoles. Il n'y avait plus moyen de nier. J'étais acculé. Que voulez-vous, Dubois? Il sourit. Mais il n'y avait pas de malice dans son expression. Étonnamment, il y avait presque de la compréhension. Monsieur Moncler, je ne suis pas un homme cruel. Je travaille avec des gens depuis des décennies. J'ai vu toutes sortes de relations se développer entre ces murs. Il n'est pas rare que des personnes se connectent dans des circonstances extraordinaires. Je restais silencieux, attendant le coup fatal. Mais j'ai aussi des responsabilités, envers la sécurité de cette institution, envers les détenus sous ma garde, et oui, envers la réputation des personnes influentes qui soutiennent nos programmes. Que voulez-vous? Répétai-je. Je veux de l'honnêteté, et je veux des garanties que cela sera géré de manière à ne nuire à personne impliquée. Je pris une profonde inspiration, sachant que le moment de vérité était arrivé. Je suis tombé amoureux de lui, dis-je simplement. Je ne l'avais pas prévu, je ne voulais pas que ça arrive, mais c'est arrivé, et il est tombé amoureux de moi. Dubois acquiesça lentement. Et l'emploi? La liberté conditionnelle? Je veux le sortir d'ici. Je veux qu'on ait une chance de construire quelque chose ensemble, même en sachant ce que cela pourrait coûter à votre réputation, à votre entreprise, à votre position sociale. Oui, même en le sachant. Dubois resta silencieux un long moment m'étudiant. Enfin, il soupira. Monsieur Moncler, je vais faire quelque chose que je fais rarement. Je vais parier sur la sincérité de vos intentions. Il se leva. Le processus de liberté conditionnelle de Moreau se poursuivra. S'il est approuvé, il sortira d'ici dans 6 semaines. Je ressentis une vague de soulagement et de gratitude. Mais, continua Dubois, il y a des conditions. Vos visites ici se terminent aujourd'hui. Tout contact avec Moreau sera suspendu jusqu'à sa libération. Et quand il sortira, vous disparaîtrez tous les deux discrètement de ma vue et de celle de cette institution. J'accepte les conditions. Et monsieur Moncler? Dubois me regarda directement dans les yeux. Si cela tourne mal, si Moreau se retrouve à nouveau en difficulté, si votre décision de vous impliquer avec lui entraîne des conséquences négatives pour quiconque dans ce processus, je n'hésiterai pas à rendre public tous les détails de cette situation. La menace était claire et justifiée. Je comprends. J'espère. Les 6 semaines suivantes furent les plus longues de ma vie. Sans pouvoir voir Enzo, sans pouvoir lui parler, sans savoir comment il gérait notre séparation forcée, je me sentais comme un homme à la dérive. Je concentrais toute mon énergie à préparer notre nouvelle vie. J'achetais un appartement discret à Montmartre, loin des cercles sociaux où j'étais connu. J'organisais les documents pour l'emploi d'Enzo dans mon entreprise, m'assurant que tout soit parfait pour son arrivée. Mais les nuits étaient les pires. Seul dans mon appartement de luxe, je me demandais si je faisais ce qu'il fallait. Je demandais à Enzo d'entrer dans un monde qui pourrait le rejeter. Je risquais tout ce que j'avais construit pour un amour qui, aussi intense soit-il, était encore nouveau et non testé par les pressions du monde réel. Marie remarqua ma distraction croissante et, un matin de jeudi, décida enfin de m'affronter. « Monsieur Moncler, dit-elle, entrant dans mon bureau avec une tasse de café que je n'avais pas demandé. Nous devons parler. À propos de quoi, Marie? Du fait que vous traversez clairement une sorte de crise personnelle et que cela commence à affecter non seulement votre travail, mais toute l'entreprise. Je la regardais, cette femme qui était mon assistante depuis plus de 10 ans, qui connaissait ma routine mieux que moi-même. Marie, vous avez perdu 2 contrats importants par manque d'attention aux détails. Vous avez annulé 3 dîners d'affaires sans explication. Et hier, j'ai découvert que vous avez créé une division entière dans l'entreprise sans consulter le conseil d'administration. Elle me regarda sérieusement. Ce n'est pas vous, Gabriel. Elle m'avait appelé par mon prénom, ce qu'elle faisait rarement. La familiarité dans sa voix me toucha. Vous avez raison, admis-je. Ça a été une période compliquée. Puis-je aider d'une manière ou d'une autre? Pendant un instant, j'envisageais de tout lui raconter à propos d'Enzo, de tout. Marie était discrète, loyale, et peut-être avais-je besoin de quelqu'un à qui me confier complètement. Mais ensuite, je pensais aux conséquences.
à ce que cela pourrait signifier pour elle, et je décidai de garder le secret encore un peu. Merci Marie, mais c'est quelque chose que je dois résoudre seule. Elle acquiesça, visiblement pas convaincue mais respectant ma vie privée. Très bien. Mais Gabrielle, elle me regarda avec une expression presque maternelle. Quelle que soit la décision que vous êtes sur le point de prendre, assurez-vous qu'elle soit la bonne. Pas seulement pour vous mais pour toutes les personnes que votre vie touche. Ces mots m'accompagnèrent les jours suivants. Combien de personnes seraient affectées par mon choix? Mes employés, mes associés, les familles qui dépendèrent des emplois que mon entreprise offrait. Mais ensuite, je pensais à Enzo, à ses yeux, à ses mains, à la façon dont il m'avait dit qu'il m'aimait dans cette petite salle sombre, et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Enfin, par une froide matinée de décembre, Philippe m'appela. « Gabriel ?» Sa voix semblait fatiguée au téléphone. « La liberté conditionnelle a été approuvée. Enzo Moro sort aujourd'hui. » Mon cœur s'emballa. « Aujourd'hui ?» À 3 heures de l'après-midi. Tous les documents sont en ordre, l'emploi est confirmé, le logement est prêt. Tout comme vous l'avez demandé. Philippe, merci. Pour tout. Gabriel, dit-il, sa voix devenant plus sérieuse. J'espère que vous savez ce que vous faites. Moi aussi. À 2h30 de l'après-midi, j'étais garé devant la prison de Fresnes, les mains tremblantes, sur le volant de ma voiture. J'avais choisi un véhicule discret, une Peugeot noire ordinaire, au lieu de l'une de mes voitures de luxe. À 3h15, les portes s'ouvrirent, et il apparut, Enzo Moro, vêtu des vêtements civils que je lui avais envoyés, un jean sombre et une veste en cuir simple, portant un petit sac avec ses quelques affaires. Il s'arrêta sur le trottoir, regardant autour de lui avec des yeux légèrement écarquillés, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'il était vraiment libre. Nos regards se croisèrent à travers le pare-brise, et le monde entier sembla s'arrêter. Je sortis de la voiture, mes jambes tremblantes, mon cœur battant si fort que c'en était douloureux. Nous marchâmes lentement l'un vers l'autre, comme si nous avions tout le temps du monde, comme si ce moment était trop sacré pour être précipité. Quand nous fûmes à 1 mètre l'un de l'autre, nous nous arrêtâmes. « Salut », dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Salut », répondis-je, souriant à travers les larmes que je ne savais pas être en train de couler. Puis, sans me soucier de qui pourrait voir, sans me soucier des conséquences, je le tirai dans mes bras. L'étreinte fut désespérée, pleine de semaines de manque, de peur, d'amour. Je sentis son corps s'emboîter parfaitement contre le mien. Ses mains s'agrippaient à mon dos comme si j'étais la seule chose solide dans un monde qui avait complètement changé. « Tu es venu ?» murmura-t-il contre mon oreille. « Je viendrai toujours », murmurai-je en retour. « Toujours. » Nous nous séparâmes juste assez pour nous regarder, mes mains encadrant son visage, sentant la peau dont j'avais rêvé pendant des semaines. « Prêt à commencer notre vie ensemble ?» demandai-je. Ses yeux s'emplirent de larmes. Plus que prêt. L'appartement à Montmartre que j'avais préparé était simple mais confortable. 2 chambres, une petite cuisine, un salon avec vue sur les toits de Paris. C'était plus petit que tous les endroits où j'avais vécu ces 15 dernières années, mais quand je vis l'expression d'Enzo en entrant, je sus que j'avais fait le bon choix. « C'est parfait », dit-il, touchant la table de la cuisine, les rideaux, comme s'il n'arrivait pas à croire que tout cela était réel. « C'est à nous », dis-je, plaçant les clés dans sa main. « Complètement à nous. » Il regarda les clés, puis moi, et je vis des larmes dans ses yeux. « Gabriel, je ne peux pas accepter tout ça. L'emploi, l'appartement, toi, abandonnant ta vie. Je n'abandonne pas ma vie, » l'interrompis-je, le tirant près de moi. Je commence ma vraie vie. Notre premier baiser en tant qu'homme libre fut différent de tous les autres. Il n'y avait pas de hâte, pas de peur d'être découvert, pas le poids des barreaux et de l'impossibilité. C'était pur, libre, la promesse de tous les baisers que nous aurions pour le reste de nos vies. « Je t'aime », dit-il contre mes lèvres, les mots sonnant comme une prière de gratitude. « Je t'aime aussi », répondis-je, et pour la première fois depuis des mois, je me sentis complètement en paix. Les premiers jours furent comme un rêve. Enzo commença à travailler dans la division de maintenance de mon entreprise et impressionna rapidement tout le monde par sa compétence et son dévouement. Nous vivions comme un couple normal. Petits déjeuners ensemble, dîners aux chandelles, soirées à regarder des films sur le canapé, ses mains entrelacées aux miennes. Mais la réalité, comme toujours, ne tarda pas à nous rattraper. La première fissure apparut un vendredi soir. Nous étions dans un petit restaurant à Montmartre quand j'entendis une voix familière. « Gabriel ? Gabriel Monclerc ?» Je me tournai et vis Amélie Rousseau, l'épouse de l'un de mes associés, s'approchant avec un sourire curieux. « Amélie ?» dis-je, me levant automatiquement. « Quelle surprise de vous voir ici. » Pareillement, ses yeux se posèrent curieusement sur Enzo, qui s'était levé aussi,
visiblement mal à l'aise. Je ne savais pas que vous fréquentiez ce genre d'endroit. J'aime explorer différentes parties de la ville, mentis-je facilement. Et celui-ci est... Elle tendit la main à Enzo avec un sourire expectatif. Je ressentis une panique momentanée. Comment le présenter? Comme un ami? Un employé? Comme... Enzo Moro, dit Enzo, serrant sa main avec une politesse naturelle qui m'impressionna. Ravi de vous rencontrer. Le plaisir est pour moi. Vous travaillez ensemble? Oui, dis-je rapidement. Enzo fait partie de notre nouvelle division de réinsertion sociale. Oh, c'est merveilleux. Amélie sourit, mais je vis de la curiosité dans ses yeux. Gabriel a toujours été si dévoué à ses causes sociales. Nous discutâmes encore quelques minutes, une conversation superficielle qui me laissa tendu et mal à l'aise. Après son départ, Enzo et moi reprîmes notre dîner, mais la magie de la soirée s'était envolée. Ça va arriver souvent? Demanda Enzo à voix basse. Quoi? Toi, devant expliquer qui je suis? Inventer des histoires sur notre relation. Sa douleur était palpable et je me brisais intérieurement. Enzo? Non, ça va, dit-il. Mais ce n'était clairement pas le cas. Je comprends. Tu as une réputation à protéger, une image à maintenir. Ce n'est pas une question de réputation ou d'image. C'est une question de notre vie privée, de notre sécurité. Notre sécurité? Il me regarda intensément. Ou la tienne? La question me frappa comme un coup de poing. Était-ce cela? Protégeais-je nous deux ou juste moi-même? Nous rentrâmes chez nous en silence ce soir-là, et pour la première fois depuis que nous nous étions réunis, nous dormîmes sans nous toucher. La deuxième fissure apparut quelques semaines plus tard. Enzo rentra du travail avec une expression sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, remarquant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui au travail, certains collègues parlaient du projet spécial du patron, dit-il en enlevant sa veste. À propos de comment tu as créé un emploi spécifiquement pour un ex-détenu, mon estomac se noua. Et ils spéculaient sur tes raisons. Certains pensaient que c'était juste de la charité, d'autres... Il hésita. D'autres quoi? D'autres pensaient qu'il y avait quelque chose de plus, que tu avais un intérêt personnel à m'aider. Enzo, Gabriel, je me fiche de ce qu'ils pensent de moi, continua-t-il, sa voix montant. J'ai entendu pire, mais je me soucie de ce qu'ils pensent de toi. Je me soucie de la manière dont cela pourrait affecter ton entreprise, ta vie. Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. Il se tourna pour me faire face, frustration et douleur dans les yeux. Tu ne vois pas? Je ne peux pas être juste ton employé. Je ne peux pas être juste ton ami. Je ne peux pas être juste ton secret. À un moment, tu devras choisir qui je suis dans ta vie. Ces mots résonnèrent dans l'appartement silencieux. Il avait raison, et nous le savions tous les deux. J'ai besoin de temps, dis-je finalement. Du temps pourquoi? Pour décider si ça vaut la peine d'assumer publiquement que tu m'aimes? Du temps pour trouver comment faire fonctionner ça sans détruire tout ce qu'on a construit ensemble. Il me regarda longuement puis acquiesça tristement. D'accord, mais Gabriel? Ses yeux trouvèrent les miens. On ne peut pas vivre éternellement dans l'ombre. Ni toi, ni moi ne méritons ça. Ce soir-là, il dormit dans la chambre d'amis, et j'eus l'impression qu'une partie de moi s'était perdue. La crise arriva 3 mois plus tard, d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. J'étais en réunion du conseil d'administration un matin de mars quand mon téléphone sonna. C'était Enzo, et il y avait de la panique dans sa voix. « Gabriel, tu dois rentrer à la maison. Maintenant. » Que s'est-il passé? Il y a des journalistes devant l'immeuble. Beaucoup de journalistes. Mon sang se glaça. Des journalistes? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ils posent des questions sur nous, sur notre relation. Je quittai la réunion sans explication, ignorant les regards perplexes des autres membres du conseil. Pendant tout le trajet jusqu'à Montmartre, mon esprit s'emballa avec les possibilités. Comment avait-il découvert? Qui avait parlé? Quand j'arrivai dans notre rue, je vis le cirque médiatique. Au moins 10 journalistes avec des caméras et des micros étaient postés devant notre immeuble. Je garai la voiture 3 pâtés de maison plus loin et appelai Enzo. Je ne peux pas monter. Ils me reconnaîtront immédiatement. Gabriel. Sa voix était tendue. Qu'est-ce qu'on fait? Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. C'était Philippe. Gabriel, où êtes-vous? Pourquoi Philippe? Parce qu'un article sort dans le Figaro dans 2 heures. Le magnate de l'immobilier entretient une relation secrète avec un ex-détenu. Ils ont des photos, Gabriel. Des photos de vous deux en train de vous embrasser à la sortie de la prison. Je sentis le monde s'effondrer. Comment ont-ils obtenu ces photos? Quelqu'un vous a photographié ce jour-là et les a vendues à la presse. Ils ont probablement attendu le bon moment pour maximiser l'impact. Merde. Gabriel, vous devez prendre une décision. Maintenant. Vous pouvez tout nier, dire que les photos ont été prises hors contexte,
que Moreau n'est qu'un employé que vous aidiez. Je peux limiter les dégâts, minimiser l'impact. Et Enzo devra disparaître, discrètement, pour votre bien à tous les deux. Je regardais l'immeuble où l'homme que j'aimais se cachait, attendant que je décide de notre avenir. Ou, continua Philippe, vous pouvez assumer publiquement, confirmer la relation, affronter les conséquences de front. Quelles conséquences? Je ne sais pas exactement. Votre conseil d'administration pourrait exiger votre départ. Certains clients conservateurs pourraient annuler des contrats. Votre position sociale changera radicalement. Mais Gabriel, sa voix s'adoucit. Il se peut aussi que les gens soient plus compréhensifs qu'on ne le pense. Les temps changent. Je raccrochais et restais assis dans la voiture, observant les journalistes qui m'attendaient comme des vautours. Toute ma vie, j'avais tout contrôlé. Mon image, mes affaires, mon avenir. Et maintenant, pour la première fois, j'étais complètement vulnérable. Je pensais à Enzo, probablement en train de regarder par la fenêtre, voyant les journalistes, sachant que sa vie aussi allait changer pour toujours. Je pensais à la douleur dans ses yeux quand il m'avait demandé si ça valait la peine de m'assumer publiquement. Et puis je pensais à quelque chose qu'il m'avait dit lors de notre première conversation sincère en prison. Je veux que quand je sortirai, quand nous serons à nouveau ensemble, elle puisse être fière de l'homme que je suis devenu. Il parlait de sa fille, de devenir quelqu'un dont elle pourrait être fière. Mais moi, quel genre d'homme deviendrais-je si je choisissais de nier notre amour pour protéger ma position sociale? J'appelais Enzo. Amour? Dis-je, utilisant ce terme affectueux pour la première fois au téléphone. Gabriel, sa voix se brisa légèrement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer à la maison. Comment? On va rentrer à la maison ensemble, par la porte d'entrée, main dans la main. Silence de l'autre côté de la ligne. Gabriel, tu es sûr? Une fois qu'on aura fait ça, j'en suis absolument sûr. Et pour la première fois depuis des mois, c'était vrai. Je t'aime, Enzo Moreau, et je ne vais plus le cacher à personne. 20 minutes plus tard, je marchais dans la rue vers notre immeuble. Les journalistes me virent immédiatement, les caméras commencèrent à cliqueter, les micros se tendirent vers moi. Monsieur Moncler, est-il vrai que vous entretenez une relation avec un ex-détenu? Monsieur Moncler, comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles vous avez abusé de votre position pour accélérer la liberté conditionnelle de votre amant? Monsieur Moncler, quel impact cela aura-t-il sur votre entreprise? J'ignorais toutes les questions, marchant avec détermination jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Puis, la porte s'ouvrit et Enzo apparut. Il était nerveux, tendu, mais quand nos regards se croisèrent, je vis du courage et de l'amour dans ses yeux. Il me tendit la main, et je la pris sans hésiter. Le bruit des caméras s'intensifia, les cris des journalistes devinrent plus pressants, mais je ne voyais qu'Enzo. Je ne sentais que sa main dans la mienne, forte et sûre. « Prêt ?» demandai-je tout bas. « Prêt », répondit-il. Alors, pour la première fois de ma vie, j'affrontais le monde en étant complètement moi-même. « Messieurs de la presse », dis-je, ma voix résonnant dans la rue silencieuse. Je m'appelle Gabriel Moncler, et voici Enzo Moreau, l'homme que j'aime. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis les questions explosèrent comme une tempête. Depuis quand êtes-vous ensemble? Est-il vrai que vous vous êtes rencontrés en prison? Comment votre famille a-t-elle réagi? Quel impact cela aura-t-il sur Moncler Enterprises? Je levai la main demandant le silence. Je donnerai une conférence de presse officielle demain à 10 heures dans les bureaux de mon entreprise. Là-bas, je répondrai à toutes les questions pertinentes. Pour l'instant, je vous demande de respecter notre vie privée. Nous entrâmes dans l'immeuble main dans la main, laissant derrière nous le chaos médiatique. Dans l'ascenseur, Enzo me regarda avec une expression mêlant amour, admiration et inquiétude. « Es-tu sûr de ce que tu viens de faire ?» demanda-t-il doucement. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Il me tira dans ses bras, et nous nous embrassâmes là, entre le 5e et le 6e étage, comme si nous étions les deux seuls hommes au monde. La conférence de presse fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Assis derrière une table dans l'auditorium de Moncler Enterprises, avec Enzo à mes côtés et Philippe me flanquant, j'affrontais une salle pleine de journalistes avides de détails croustillants. « Monsieur Moncler », demanda une journaliste de la première rangée, « pouvez-vous confirmer que vous avez rencontré Monsieur Moreau alors qu'il purgeait sa peine à la prison de Fresnes? » « Oui, je peux le confirmer. J'ai rencontré Enzo lors d'une visite officielle des programmes de réinsertion sociale que mon entreprise finance. Et quand votre relation amoureuse a-t-elle commencé? Je regardais Enzo, qui hocha la tête pour m'encourager. Notre connexion a été immédiate, mais la relation amoureuse s'est développée progressivement au fil de plusieurs mois. « Monsieur Moncler », cria un journaliste du fond,
Il y a des accusations selon lesquelles vous avez abusé de votre influence pour accélérer la liberté conditionnelle de Moreau. Comment y répondez-vous? Toute la documentation relative à la liberté conditionnelle d'Enzo est disponible pour un examen légal. Le processus a suivi tous les protocoles établis. L'offre d'emploi que j'ai faite était basée sur ses qualifications professionnelles et est en accord avec les objectifs de réinsertion sociale de mon entreprise. Mais vous ne niez pas que vos sentiments personnels ont influencé ces décisions? Je pris une profonde inspiration. Je ne nie pas que je suis tombé amoureux d'Enzo, mais toutes mes actions étaient légales et éthiques. L'amour n'est pas un crime. Cette phrase devint la une de tous les journaux le lendemain. L'amour n'est pas un crime. Un magnate défend sa romance avec un ex-détenu. Les réactions furent mitigées. Nous reçûmes des centaines de messages de soutien de personnes qui s'identifiaient à notre histoire, qui voyaient dans notre amour une preuve que les barrières sociales pouvaient être surmontées. Mais nous fûmes aussi confrontés à des critiques virulentes, surtout de la part des secteurs conservateurs de la société. Le conseil d'administration de mon entreprise se réunit en session d'urgence. Pendant 3 heures tendues, ils débattirent pour savoir si ma position de PDG était compromise. Finalement, à une faible majorité, ils votèrent pour me maintenir dans mes fonctions, mais avec des réserves. Gabriel, dit Henri Dubois, sans lien avec le directeur de la prison, le président du conseil, votre vie personnelle est votre prérogative, mais nous ne pouvons ignorer l'impact que cela peut avoir sur les affaires. Je comprends, Henri. Certains clients ont déjà annulé des contrats. D'autres reconsidèrent des partenariats futurs. Vous devez être prêt à affronter les conséquences financières. Les conséquences arrivèrent rapidement. En 2 semaines, nous perdîmes 3 contrats importants, totalisant près de 10 millions d'euros. Certains investisseurs se retirèrent de projets futurs. Les actions de l'entreprise chutèrent de 15%. Mais quelque chose d'intéressant se produisit aussi. Nous commençâmes à recevoir des propositions de nouveaux clients, des entreprises progressistes, des organisations de défense des droits humains, des fondations axées sur l'inclusion sociale. Ma décision d'assumer publiquement notre relation avait ouvert des portes dont j'ignorais l'existence. Peut-être, dit Marie un matin en organisant les nouveaux contrats sur mon bureau, que l'univers redirige les affaires vers des partenariats plus alignés avec vos véritables valeurs. Elle fut l'une des premières à me soutenir publiquement, publiant une déclaration sur mon caractère et mon intégrité, reprise dans plusieurs journaux. Vous n'aviez pas à faire ça, Marie, lui dis-je lorsqu'elle me montra le brouillon. Je travaille avec vous depuis plus de 10 ans, Gabriel. Je connais votre cœur. Si Enzo Moreau vous rend heureux, alors il a mon soutien. 6 mois plus tard, je suis assis sur le balcon de notre nouvel appartement, un endroit plus grand à Saint-Germain, où nous avons décidé de déménager après que l'effervescence médiatique initiale se fut calmée. Enzo est dans la cuisine, préparant le dîner, fredonnant une chanson française qu'il a apprise récemment. L'odeur de l'ail et des herbes fraîches flotte dans l'air, se mêlant au parfum des fleurs que nous avons plantées dans les jardinières du balcon. La vie n'a pas été facile après la révélation publique. Il y a eu des moments difficiles, des disputes à propos de la pression extérieure, des nuits où nous nous sommes demandé si nous avions pris la bonne décision. Mais chaque jour qui passe, je suis plus certain que nous avons fait le bon choix. Enzo s'est épanoui hors de la prison d'une manière qui m'émeut quotidiennement. Pas seulement professionnellement. Il est devenu superviseur de sa division dans l'entreprise et est respecté par tous ses collègues, mais aussi personnellement. La confiance qu'il avait perdue durant les années difficiles est revenue peu à peu. Il sourit plus, rit plus, rêve plus. Et la semaine dernière, quelque chose a tout changé. Gabriel, m'appela-t-il depuis la cuisine, interrompant mes pensées. Tu peux venir 1 minute? Je le trouvais debout près de la table, tenant une lettre ouverte. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je inquiet. C'est de ma sœur, à propos de Sophie. Mon cœur s'accéléra. Sophie, sa fille, avait été un sujet délicat entre nous. Enzo parlait souvent d'elle, mais n'avait pas eu de contact depuis sa sortie de prison, respectant la décision de sa sœur de garder la petite éloignée jusqu'à ce qu'il stabilise sa vie. Elle veut me voir, dit Enzo, sa voix se brisant d'émotion. Ma sœur dit que Sophie a posé des questions sur moi, qu'elle a vu notre histoire dans les journaux et veut comprendre. Enzo, dis-je doucement, m'approchant de lui, c'est merveilleux. Elle vient dimanche, déjeuner ici. Il me regarda avec une expression vulnérable. Gabriel, et si elle ne m'acceptait pas? Et si elle ne t'acceptait pas? Notre vie ensemble? Je pris son visage entre mes mains, le regardant droit dans les yeux. Alors nous gagnerons sa confiance. Ensemble,
comme nous avons gagné la confiance de tous ceux qui comptent. Et c'était vrai. Ces derniers mois, nous avions construit une vraie vie, avec de vrais amis, un travail significatif, un amour véritable. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée, mais elle était infiniment meilleure. Le dimanche, lorsque la sonnette retentit à midi pile, Enzo était plus nerveux que je ne l'avais jamais vu. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit la porte. « Papa ?» La voix était petite, hésitante, mais empreinte de tant d'amour que je sentis des larmes dans mes propres yeux. Sophie Moreau avait maintenant 8 ans, des cheveux bouclés comme Enzo l'avait décrit, et les mêmes yeux sombres intenses. Elle hésita une seconde avant de se précipiter dans les bras de son père. « Tu m'as manqué », murmura-t-elle contre sa poitrine, et je vis Enzo s'effondrer émotionnellement, l'enlaçant comme s'il ne la lâcherait plus jamais. « Toi aussi, ma petite étoile », répondit-il, utilisant le surnom affectueux qu'il avait mentionné tant de fois. Claudette, la sœur d'Enzo, me salua poliment mais avec une réserve visible. Pendant le déjeuner, Sophie perdit peu à peu sa timidité, racontant des histoires sur l'école, ses amis, les livres qu'elle lisait. Et quand Enzo parla de son travail, de notre maison, de son bonheur, je vis quelque chose changer dans l'expression de Claudette. « Sophie, » dit Enzo pendant le dessert, « il y a quelque chose que je dois t'expliquer. À propos de Gabriel et moi. » La petite regarda entre nous deux avec une curiosité enfantine. « Vous êtes des amis spéciaux, comme tante Marie et tante Louise ?» Enzo et moi échangeâmes un regard. Les tantes, Marie et Louise étaient, de toute évidence, un couple. « Oui, » dit Enzo doucement. « Comme elle. Gabriel et moi nous aimons d'une manière spéciale. » Sophie hocha la tête avec une aisance impressionnante. « D'accord. Il est gentil ?»« Très gentil, » sourit Enzo. « Et il te rend heureux ?»« Très heureux. Alors c'est bon. » Elle se tourna vers moi. « Gabriel, tu aimes dessiner ?» J'ai apporté mes crayons de couleur. Ce fut aussi simple que cela. Une enfant de 8 ans accepta notre amour avec plus de facilité que beaucoup d'adultes. Maintenant, assis sur ce balcon pendant qu'Enzo chante dans la cuisine, je pense à comment nous en sommes arrivés là. L'homme que j'étais il y a 1 an, focalisé uniquement sur le pouvoir et l'argent, vivant une vie vide dans un appartement de luxe, semble être un étranger. Bien sûr, nous faisons encore face à des défis. Certains contrats sont encore perdus à cause des préjugés. Certains événements sociaux m'excluent toujours. Mais en contrepartie, j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. Une vie authentique, un amour véritable, une famille choisie. Enzo apparaît sur le balcon avec 2 verres de vin, s'asseyant à mes côtés et entrelaçant automatiquement nos doigts. « À quoi penses-tu » demande-t-il, suivant mon regard vers le coucher de soleil sur Paris. « À quel point je suis reconnaissant » répondis-je honnêtement. « Pour toi, pour nous, pour avoir eu le courage de nous battre pour cela. Même avec tous les problèmes, toutes les difficultés, surtout à cause d'eux. » Je me tourne pour le regarder. « Enzo, si je devais choisir à nouveau, entre ma vie d'avant et cette vie avec toi, je te choisirais 1 million de fois. » Il sourit, ce sourire qui me fait oublier tout le reste au monde. Moi aussi. « Et Sophie, que ressens-tu à propos de son acceptation si facile de notre relation ? Je pense que les enfants voient dans l'amour plus clairement que les adultes, » dit-il pensivement. Il ne se compliquant pas avec des préjugés et des peurs. Sophie a vu que je suis heureux, et ça lui a suffi. Nous buvons notre vin dans un silence confortable, observant Paris s'illuminer pour la nuit. Dans quelques heures, nous irons dîner dans le petit restaurant où nous avons eu notre première rencontre publique accidentelle. Demain, Enzo retournera au travail, et je présiderai une autre réunion du conseil. Vendredi, Sophie viendra passer le week-end avec nous pour la première fois. Une vie normale, une vie réelle, une vie choisie. « Gabriel » dit soudain Enzo. « Merci. Pourquoi ? Pour avoir vu au-delà des barreaux, pour avoir cru que je méritais une seconde chance, pour avoir tout risqué pour nous. » « Enzo » dis-je, embrassant sa main entrelacée dans la mienne. « Tu as sauvé ma vie autant que j'ai sauvé la tienne. Avant toi, j'étais prisonnier d'une cage dorée. Tu m'as libéré. » Il rit, ce son qui est devenu ma musique préférée. « Alors, nous sommes 2 ex-prisonniers qui se sont libérés ?» Exactement. Alors que les lumières de Paris scintillent autour de nous, je pense à toutes les personnes qui pourraient nous écouter, suivre notre histoire. À vous qui nous avez suivis jusqu'ici, qui avez cru en notre amour, qui avez cru que 2 personnes de mondes différents pouvaient construire quelque chose de beau ensemble. Merci. L'amour véritable existe. Il surpasse les barrières sociales, les préjugés, les peurs et les conventions. Mais il exige du courage. Il exige que nous soyons vulnérables, que nous risquions tout pour ce qui compte vraiment, que nous choisissions l'authenticité plutôt que la sécurité.
Si notre histoire peut enseigner quelque chose, c'est ceci. Peu importe à quel point cela semble impossible, peu importe combien de personnes disent que ça ne marchera pas, peu importe les obstacles. Si vous vous aimez vraiment, battez-vous pour cela. Battez-vous avec tout ce que vous avez. Parce qu'à la fin, quand vous serez assis sur le balcon de votre maison, main dans la main avec la personne que vous avez choisi d'aimer malgré tout, vous réaliserez que chaque sacrifice en valait la peine. Chaque un d'entre eux. Et pour Enzo, l'homme qui a complètement changé ma vie, je t'aime pour toujours. Pour toujours. Fin. Une histoire d'amour qui nous rappelle que les véritables prisons ne sont pas faites de barreaux et de murs, mais des peurs que nous portons en nous, et que la véritable liberté vient lorsque nous trouvons le courage d'aimer sans retenue, d'être qui nous sommes vraiment, de construire une vie basée sur l'authenticité plutôt que sur la commodité. Merci d'avoir suivi Gabriel et Enzo dans leur voyage. Que nous trouvions tous notre propre chemin vers la liberté à travers l'amour.